les vieilles guenilles, les faux culs de la politique. Corinne, ça vous irait très bien. Coupez-leur le micro. Das ist eine kolossale Konspiration. Je vous demande de vous arrêter. Allez, chat, et vive l'oxygène, aux deux. Ça reste en off, présenté par Quentin Auster, réalisé par Nicolas Cantigno. La CGT, c'est le cancer général des travailleurs, encore que le cancer il évolue, pas la CGT. Ou encore, les syndicalistes ont tellement l'habitude de ne rien faire que quand ils font grève, ils appellent ça une journée d'action. On verra ce que pense de ces punchlines de Coluche. Notre invité de la semaine avec nous en studio, Philippe Poutou. Pêle-mêle, idéaliste, pacifiste, antiraciste, anticapitaliste, féministe. J'arrête là la liste des qualificatifs en ist. On débattra avec lui de l'actualité du moment. Les flics, victimes ou bourreaux? Tantôt adorés, tantôt détestés, ils sont en première ligne face à l'explosion de la violence sociale. On l'a encore vu cette semaine. Macron vire-t-il à droite? La question est ravivée par l'interview qu'il a donnée à Valeurs Actuelles la semaine dernière. Et pour en parler, qui de mieux que l'homme qui a interviewé le président, Louis de Raguenel, rédacteur en chef du magazine, sera avec nous tout à l'heure par téléphone. L'édito de la semaine nous sera présenté par Thomas sur l'épineux sujet des îles éparses revendiquées par la France et Madagascar. Et enfin, un best-of de la soirée par notre Gérard, notre Cantelou à loup, Mathieu Delaplace, notre imitateur, qui sera en best-of. Voilà le programme. Bonsoir, bienvenue dans Ça reste un off numéro 5, émission spéciale ce soir en présence de Philippe Poutou. Et pour la première fois ce soir en simultané du 91.3 FM à Bordeaux et audoradio.net en live vidéo sur Facebook. N'hésitez d'ailleurs pas à réagir avec le hashtag en off. Et comme chaque semaine, il est en régie, celui qui s'assure que en off reste en on, Nicolas Cantigno, le réalisateur de l'émission. Bonsoir Quentin, bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui nous regardent en Facebook Live. J'espère que ça marche bien. Dites-nous en commentaire et n'hésitez pas. Il est flegmatique à l'extérieur mais volcanique à l'intérieur, Thomas Radilov, le fondateur de Voix Média. C'est ça, un média malgache 100% digital qui pour le moment est que sur Instagram et bientôt sur d'autres réseaux sociaux. L'anagramme de son nom est presque carabine et vous comprendrez pourquoi l'écouter. Stéphane Carbienier, chef d'entreprise des Gilets jaunes, bonsoir. Salut Quentin, bonjour à tous. Son prénom est celui d'une reine et d'un fameux domaine bordelais. Prenez-en de la bouteille, Margot Reuter. Salut Quentin, salut tout le monde. Étudiante en journalisme, bonsoir. Elle fait son retour cette semaine, elle qui porte décidément bien son nom, Jamila Allah. Bonsoir à tous. Et juste petit coucou à Maëva qui j'espère nous écoute ce soir. D'accord, c'est qui Maëva? Je vous dirai ça une autre fois. D'accord. Et comme chaque chroniqueur, il a le droit lui aussi à son slogan et son jingle. Quand on le voit, on a envie de lui faire des poutous, mais quand il se met à crier et de prendre ses jambes à son Philippe Poutou, bonsoir. Ça vous plaît? De quoi? Votre slogan. Bon, on fera avec. Hein. Ouais. Alors merci d'être là. Donc vous êtes syndicaliste CGT, je le rappelle, et porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, candidat au présidentiel de 2012 et 2017. Et donc puisqu'il est déjà là dans le studio, on passe tout de suite à l'invité de la semaine. Camarade Poutou, bonsoir. Bonsoir. Il y a 20 ans, le 1er novembre 1999, vous entriez chez Ford, à l'usine de Blanquefort, tout près de Bordeaux. Et le 1er novembre dernier, cruelle ironie, vous avez été licencié avec 848 autres salariés. Déjà, comment est-ce que vous le vivez? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On le vit forcément mal. On a mené une bataille assez longue, hein, même plus de 10 ans de bataille. Et d'ailleurs, j'étais passé à Eau de Radio, on en parlait tout à l'heure avec un des animateurs, en 2008, déjà sur ce problème de Ford, parce que Ford voulait fermer en 2008, et puis on avait mené une bataille, on avait empêché une fois, puis là, la deuxième fois, on n'a pas réussi à l'empêcher. Ford est repassé à l'attaque l'année dernière. On a mené une bataille d'1 an et demi à peu près pour essayer de sauver au moins quelque chose, et finalement, on a perdu. On a perdu malgré tout ce qu'on a pu tenter. Voilà, c'est Ford qui voulait absolument liquider tout ça et qui n'y a rien derrière. Donc on n'a même pas eu de repreneur. Et puis il faut dire aussi que l'autre problème qu'on avait, c'était que les pouvoirs publics, l'État, les collectivités territoriales étaient en dessous de tout, quoi. Elles se sont pas confrontées à Ford, elles ont laissé faire et puis elles ont trouvé un accord même avec Ford finalement. Donc du coup, c'est 900 emplois à peu près qui disparaissent, sans compter les emplois induits, parce que nous on a mené une bataille à la fois sur nos boulots, notre boulot d'ouvrier, hein. On était exactement 870. Mais à côté de ça, c'est à peu près 2000 emplois autour qui sont induits par l'activité de l'usine et ça va coûter très cher à la région. C'est pour ça on était déterminés pour essayer de sauver quelque chose. Donc voilà, donc on le vit mal. On n'est pas nous complètement licenciés. La grande majorité est licenciée, mais après il y a ce qu'on appelle les salariés protégés, les élus. En fait, il faut l'autorisation de l'inspection du travail, donc ce qui fait que nous, on a quelques semaines de décalage. D'ici la fin de l'année,
Ça devrait être malheureusement plié pour tout le monde, mais voilà, comme on est assez nombreux, ça se passe sur plusieurs semaines quand même. J'ai lu dans la presse que vous vouliez attaquer carrément l'État si jamais la cassation ou ce genre de procédure ne marchait pas. Voilà, enfin, de toute façon, on va au bout de la procédure qu'on a lancée contre Ford, c'est-à-dire on pense qu'il n'y a pas de motif économique qui justifierait la fermeture de l'usine et les licenciements. Il y a des profits, il y a tout ce qu'il faut. La santé est très bien du côté de Ford. Donc nous, on pense qu'il y a les lois qui existent aujourd'hui qui auraient dû empêcher Ford de licencier. Donc on va au bout. On n'a même pas perdu en fait. Ce qui est terrible, c'est que la justice a dit nous on n'est pas compétente pour juger de cette affaire-là. Donc en fait, personne n'est là pour juger de ça. Personne n'est là pour contrôler s'il y a un motif économique. Donc nous, on va au bout. Donc on avait fait appel et là on va en cassation. Donc ça c'est une chose. On va au prud'homme évidemment. Bon ça fait partie des choses un peu automatiques pour essayer de faire payer Ford au bout du compte, justement sur le côté licenciement injustifié. Et puis oui, on va voir comment on peut attaquer les pouvoirs publics pour, d'une certaine manière, on ne sait pas comment appeler ça, mais c'est le côté non-assistance à usines en danger, non-assistance à emplois qui disparaissent. Enfin voilà, donc il y a certainement des batailles à mener de ce côté-là et d'obliger les pouvoirs publics pour les fois suivantes, en tout cas, à agir réellement et à mettre des bâtons dans les roues dans des multinationales qui, voilà, il ne faut pas que ce soit possible. Bon, vous aviez eu beaucoup de soutien à l'époque de Bruno Le Maire, notamment le ministre de l'économie. Vous aviez été le voir à Bercy. Oui, il y a eu des moments de flottement, effectivement. C'est pas qu'on avait beaucoup d'illusions, évidemment, dans ce gouvernement-là, qui est plutôt très libéral, et même, on l'a vu pour d'autres choses assez autoritaires. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où on a eu des déclarations du ministre Le Maire qui a surpris tout le monde, d'ailleurs, même ses potes, même son entourage, puisque lui-même avait envisagé, ou en tout cas verbalement, l'éventualité d'une sorte de nationalisation temporaire de l'usine, de prise de contrôle par l'État. Donc ça avait surpris autour de lui. Il avait un peu choqué son milieu libéral. Bon, finalement, ça n'est resté que des déclarations. Nous, on avait essayé de rentrer dans cette brèche-là et puis de pousser pour que ça aille au bout, et puis qu'au bout du compte, effectivement, l'État prenne le contrôle de l'outil de travail. Parce que nous, ce qu'on disait, c'était qu'en fait, il y avait tellement d'argent public qui avait été donné à Ford, non seulement pendant les dernières années, mais même tout le temps que Ford est resté là. Pendant 47 ans, Ford a reçu des aides publiques. Enfin bon, c'est un peu un classique. Vous réclamiez et donc, le remboursement de ces aides publiques. Ouais, mais là, dans la bataille, on ne demandait pas le remboursement. À 20 millions, c'était l'argent public distribué, c'est pas loin de 50 millions d'euros, rien que sur les 7-8 dernières années. Mais si on faisait le total, et personne n'en est capable sur les 47 ans, ce serait énorme. Donc nous, on ne disait pas il faut rembourser, on disait vu que l'État et les pouvoirs publics ont mis beaucoup d'argent public, du coup, cette usine-là, quelque part, elle est déjà en partie publique. Donc c'était juste l'idée de la réquisitionner, l'idée de se réapproprier un outil qui était un peu déjà public. C'était ça qu'on avait essayé de faire. Bon, évidemment, ça n'a pas fonctionné, on n'était pas assez fort, on n'a pas mis assez la pression pour faire que le gouvernement il aille au bout de cette idée-là. Mais bon, voilà, on avait en tout cas tenté de montrer qu'il y avait quelque chose qui était scandaleux dans toute cette histoire. Bon, Philippe Poutou, vous êtes présenté 2 fois à l'élection présidentielle en 2012 et en 2017. Vous avez réuni environ 1% des suffrages. Environ 1%. C'est pas dur à compter. Là. Plus ou moins. Vu le résultat, est-ce que vous y retournez en 2022 ? C'est pas du tout prévu. Je vais pas faire des réponses comme j'ai vu que ça a été demandé à Mélenchon il n'y a pas longtemps, puis Mélenchon a dit non, mais peut-être, voilà. Non, je souhaite pas. Je dis pas que c'est sûr, parce que la deuxième fois, je devais pas y aller, j'avais dit que j'irais pas. Je voulais pas y aller. Non, Olivier, il reviendra pas. Une fois qu'on a décidé. Mais la dernière fois, je veux dire, il y a eu une hésitation entre vous. Non, même pas. Non, c'était d'autres camarades, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est changer de visage à chaque fois. Donc Olivier l'a fait effectivement 2 fois. Moi, je l'ai fait 2 fois. Et là, si on représente une candidature, on espère que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'on a envie de montrer que notre parti, c'est pas juste 1 ou 2 visages, c'est aussi d'autres. Mais c'est compliqué à faire parce qu'il y a des lois électorales, et c'est pour ça que des fois, on est obligé de représenter quelqu'un qui est déjà connu, parce que c'est plus facile pour obtenir les 500 parrainages. Donc on a ce problème-là. Mais on souhaiterait que ce soit pas moi, on souhaiterait que ce soit pas Olivier, on souhaiterait avoir la force de présenter quelqu'un d'autre. Mais là, c'est trop compliqué à dire aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans le schéma. Le NPR aura un candidat, on verra dans quel état on sera dans 2 ans, on verra la gauche dans quel état elle sera, on verra est-ce qu'il y aura des possibilités de candidature un peu plus unitaires que jusqu'à présent. Voilà, on est trop loin pour aujourd'hui. Nous, on y réfléchira 1 an avant. Est-ce qu'une figure médiatique comme vous ne peut pas être bénéfique à votre parti Si, c'est ce que... Parce que si vous sortez quelqu'un d'autre qu'on connaît pas du tout... voilà, c'est le problème qu'on a. Voilà. C'est le problème qu'on a. Nous, on souhaiterait changer.
Voilà, ça paraît normal, ça, parce que justement, on n'a pas envie, que ce soit Olivier ou moi, on n'a pas envie de dire, il n'y a que nous qui pouvons faire ce boulot-là, ce qui est archi faux. On a des tas de camarades qui peuvent le faire aussi bien et même mieux, donc c'est pas du tout. Mais c'est vrai qu'on est coincé par ça. C'est que comme il faut 500 parrainages et que c'est un boulot énorme et qui est très difficile parce que vous avez largement eu. On avait réussi, mais on se fait toujours peur parce qu'en fait, les lois d'une fois sur l'autre, elles sont encore plus restrictives et il y a de plus en plus de pression sur les maires parce que nous, on s'adresse aux maires des petites communes et il y a toujours un peu cette crainte de se griller entre guillemets en parrainant un candidat d'extrême gauche ou anticapitaliste. Donc c'est jamais simple ces choses-là. Donc du coup, on est un peu embêté avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, un non connu, c'est moins compliqué, on va dire. Mais voilà, donc l'idée c'est quand même de renouveler. Mais là, on est encore loin de tout ça parce que pour nous, on n'est pas un parti qui pensons que les élections changent la vie. On pense que ce qui change la vie, c'est des luttes sociales et on est plus quand même porté sur l'investissement dans les actions, dans les manifestations et dans tout cas tout ce qui se passe actuellement, que ce soit les Gilets jaunes ou la préparation du 5 décembre. Voilà, nous, notre problème, notre préoccupation, elle est bien là sur ces questions de lutte maintenant et pas se dire on va changer dans 2 ans. Vous dites les élections pour vous, c'est pas la priorité, mais donc vous comprenez bien que les gens ne votent pas pour des gens qui ne veulent pas être élus. Comme vous. Ça fait partie des choses qui sont compliquées. La posture d'ailleurs du candidat à la présidentielle, enfin moi ou comme Olivier, ou quand on a ces idées-là, effectivement, on ne dit pas votez pour moi, je vais tout changer. Voilà ce que disent les autres. Il y en a qui rêvent d'être président. C'est une candidature de représentation. C'est une candidature qui essaie de montrer qu'on peut faire de la politique différemment, qu'on peut faire de la politique nous-mêmes. Et puis les élections, c'est une façon aussi, c'est une sorte de tribune pour nous. C'est-à-dire que c'est comment on peut faire entendre des idées qu'on n'entend jamais. D'ailleurs, regardez la télé aujourd'hui. À part un moment donné où effectivement on avait des gilets jaunes qui squattaient les plateaux de BFM et tout ça, donc on avait une voix d'en bas qui était complètement différente, mais aujourd'hui on retrouve le rythme normal. C'est que des gens de ce qu'on pourrait appeler de l'élite, que des gens bien installés, que des gens friqués, que des gens de droite d'ailleurs. La télé est envahie de gens de droite, libéraux, ultra-libéraux, et donc du coup la présidentielle c'est peut-être la petite parenthèse où on arrive à faire entendre autre chose, où un ouvrier peut être là, où l'idée anticapitaliste peut être défendue. Et c'est pour ça que c'est vrai que pour nous, les élections, c'est important de ce point de vue-là. Et comment est-ce que vous expliquez que vos idées ne percent pas ? Nos idées, on va dire celles de gauche ou celles contestataires. Les idées anticapitalistes, enfin de votre groupe, à gauche, c'est assez pluriel. Sachant qu'elles n'émergent pas trop pendant les élections, effectivement, quand vous aviez fait 1%, mais par contre, vos idées, quand même, sont énormément communes avec celles des Gilets jaunes. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, se dire comment un parti qui partage beaucoup d'idées avec les Gilets jaunes ne fait qu'1%, et un an après... le début d'une sorte de guerre sociale, quoi. C'est assez étonnant. Ouais, c'est vrai. Et ça fait partie des choses. Même nous, on n'a pas vraiment de réponse parce que tout ça, c'est très compliqué. Mais même quand on regarde l'histoire, en fait, les moments de révolte, les moments où la population, où les gens prennent leurs affaires en main ou se battent, c'est très peu. L'histoire est dominée quand même par des moments d'oppression, d'exploitation, de guerre. Et c'est que des petits moments où il y a un peu un côté enthousiasmant. On peut parler de la prise. Enfin, c'est vrai que et là, c'est vrai que l'élection, on l'a vu, l'élection, on fait parce qu'on peut compter Artaud aussi dans la voie un peu révolutionnaire. Donc on peut se dire, à un moment donné, il y a une petite voix qui se fait entendre, qui fait 1-2% péniblement. Et puis un an après, à peine, il y a un mouvement social dans la rue. Bon, voilà, mais aujourd'hui, on peut aussi discuter de ce qui se passe à Beyrouth, de ce qui se passe à Santiago de Chili. Partout, c'est des gouvernements ultra-droitiers, ultra-libéraux. Quand ils font des élections, ils gagnent. Et puis, ça n'empêche qu'il y a des mouvements sociaux de contestation énormes. Et il y a un décalage, effectivement, entre ce qui se passe dans la rue à un moment donné et puis la réalité politique ou le rapport de force. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, peut-être, ces gens partagent donc vos idées, mais est-ce que ça ne prend pas le pas, cette idée de dire oui, mais bon, je ne vais pas voter pour, entre guillemets, un petit candidat, surtout qui est anti-système. Ça ne sert à rien, de toute façon, je pars du principe que ça ne passera pas. Et est-ce que vous pensez que les Français, depuis plusieurs années, ne votent pas en fait par dépit ? Et ce qui expliquerait que justement, vous n'ayez fait qu'1%, alors que finalement, vous êtes, je pense, je ne suis pas sûre, vous me confirmerez peut-être, mais représentatif de probablement beaucoup plus d'1% des Français en termes d'idées.
C'est le décalage qu'il y a, oui. On sait que, moi je le vois en tout cas en direct dans la rue, la popularité, elle est réelle et elle dépasse le 1%. Mais c'est vrai qu'après, il y a la question de la crédibilité politique. C'est sûr que quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas être élu et quelqu'un qui dit que c'est pas comme ça qu'on changera les choses, évidemment, ça ne convainc pas d'aller voter. Et donc, du coup, on le voit, ne serait-ce par rapport à l'abstention, c'est que dans les milieux populaires, on sait que l'abstention, elle est énorme. Vous dites que vous ne voulez pas être élu, mais donc comment est-ce que vous voulez changer les choses si ce n'est pas par la voie des urnes? En tout cas, on l'a bien vu de toute façon par expérience, parce que moi je dis que je ne vais pas être élu parce que ça ne changera pas, mais on a bien vu que, on est plus ou moins âgé ici, mais les présidents se succèdent avec des étiquettes politiques et des programmes politiques relativement différents, et c'est exactement la même chose qui se passe une fois que le président est élu. Vous avez une étiquette politique complètement différente des précédents présidents, donc si vous êtes élu... Ça ne vous empêche pas de... Sauf que le pouvoir politique, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République, ça tombe bien, il s'adapte très bien. En tout cas, Macron, il s'adapte très bien à ceux... Le véritable pouvoir politique, c'est les financiers, c'est les capitalistes. Donc, on le voit parce que de toute façon, la politique, elle va toujours dans le même sens. Mais pas qu'en France, d'ailleurs. D'accord, mais comment est-ce que vous luttez contre ça si ce n'est pas par les urnes? Si le pouvoir est au financier, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, ce qu'on discute, c'est que justement, il faut changer. C'est une question de rapport de force dans la société. Et de ce point de vue-là, le mouvement des Gilets jaunes, il fait quand même une belle démonstration. C'est OK, il ne résout pas évidemment les mouvements sociaux, les grèves, les parce que la démocratie, c'est pas juste voter tous les 5 ans, ça peut pas être juste choisir un politicien ou un président ou un élu dans la région ou même un maire, et puis qui peut se permettre de faire ce qu'il veut les 5 ans qui suivent ou les 6 années qui suivent. Donc la question qui est posée, c'est aussi posée, je vous regarde à vous à chaque fois, parce que je crois que j'ai compris que vous étiez un peu le chroniqueur Gilets jaunes. Mais le mouvement des Gilets jaunes, il a eu cette force-là de poser, y compris cette question-là de la démocratie directe. Alors il y a le petit logo qui s'appelle RIC qui commence un peu à exprimer cette idée-là. Mais c'est vrai que c'est profondément insatisfaisant le monde dans lequel on vit. Si la démocratie, c'est mettre un bulletin dans l'urne, et en sachant, ça revient à ce que vous dites, c'est que la plupart des gens, ils en ont ras-le-bol des élections, puisque de toute façon, pour qui qu'on vote, derrière, on sait que les promesses, ça ne seront pas respectées. On le voit en permanence, en direct, en permanence. Et donc, il y a un ras-le-bol de ça. Et c'est vrai que, du coup, la démocratie, comme on l'appelle, elle perd toute crédibilité. Et du coup, c'est plus de l'écœurement, c'est plus du ras-le-bol. Les gens ou ne votent pas, ou votent par dépit, ou ils vont voter. On a appris depuis qu'on est tout petit à voter utile. En fait, on ne vote pas pour nos idées, on ne vote pas pour notre cœur. On vote pour celui qu'on pense qui sera le moins mauvais ou que pour celui qui empêchera l'autre de venir. Enfin, c'est complètement tordu comme démocratie. Donc, je pense qu'on essaie, nous, en tout cas, d'exprimer ça. Thomas. Du coup, vous pensez que les institutions ne donnent pas les moyens suffisants au peuple de s'exprimer? En fait, ce que je veux dire par là, vous pensez que la Ve République n'est pas... le meilleur modèle pour mettre une bonne démocratie. C'est la moins qu'on puisse dire. La Ve République, mais la 4e, la 3e, enfin en tout cas si on veut discuter même de toutes les républiques en France, elles ne sont pas démocratiques. Donc, c'est pas une république qu'il faut après, c'est pas qu'à l'époque de la Commune de Paris, ils discutaient d'une république sociale, mais la république telle qu'elle est, elle n'est pas démocratique du tout. C'est quoi votre à la limite, le meilleur moment, enfin les moments les plus démocratiques, c'est à chaque fois que le rapport de force il s'est un peu équilibré, c'est-à-dire au moment où il y avait des gens dans la rue. C'est la 1789 en fait, la prise de la Bastille, ce qui s'en est suivi. Vous voulez quelque chose de similaire pour aujourd'hui? Moi je pense que c'est comme ça que ça peut changer, c'est quand les gens prennent leurs affaires en main directement. Sans couper les têtes quand même. Sans couper les têtes, a priori, évidemment. Mais en attendant, c'est pas le révolté qui coupe les têtes, c'est plutôt celui qui est au pouvoir qui est en train de couper les têtes de celui qui se révolte. Mais bien sûr que c'est facile à imaginer quand on voit des mouvements sociaux, mais là, quand on voit ce qui se passe à Beyrouth, à Santiago de Chili, quand on voit même ce qui se passe en Catalogne, même si c'est un peu à des degrés différents, mais c'est quand même plutôt enthousiasmant de voir une population qui s'organise, qui descend dans la rue, qui dit nous, on veut que nos droits soient respectés, nous, on veut vivre décemment. Et c'est ça mais c'est quand même assez désolant de se dire que dans le monde entier, peu importe le niveau de vie, en plus parce que le Chili, c'est pas le même niveau de vie que la Catalogne, qui est quand même la région, je crois, si je me trompe pas, la plus riche d'Espagne. C'est quand même incroyable de se dire que partout dans le monde, on a ces espèces de alors plus ou moins micro, ça dépend de la taille évidemment, de la durée, mais c'est micro-révolution quoi. Et alors c'est très bien, mais c'est aussi très inquiétant de se dire que tout arrive en même temps, et c'est un malaise qui est universel en fait finalement qu'on vit. C'est peut-être un signe des temps, c'est peut-être le signe en tout cas, parce que c'est quand même exceptionnel qu'il y ait autant de mobilisation sociale dans le monde, dans des pays aussi différents que l'Équateur ou Hong Kong, voilà. Et puis on a l'Irak aussi où il y a des mobilisations sociales, il y a eu le Soudan il n'y a pas longtemps, le Venezuela aussi, l'Amérique latine, le Liban. Donc c'est assez extraordinaire effectivement de voir des pays aussi éloignés que ça dans tous les continents en fait, et où finalement il y a quelque chose de commun, et c'est peut-être le signe que
que c'est en train de basculer vers des mouvements sociaux de contestation parce qu'on était habitué à subir et à penser que finalement il y a une sorte de fatalité, c'est que la seule issue c'est le libéralisme à tout craint, c'est des richesses, c'est des inégalités sociales énormes. À côté de ça, il y a des gens qui sont très pauvres et peut-être que ça peut changer. Donc en tout cas, c'est ce qu'on espère nous. Moi, excuse-moi. Ouais, vas-y. Voilà. Je voudrais revenir sur 3 choses. La première concernant Ford. On a vu dans pas mal de manifestations le soutien quand même de pas mal d'élus locaux. Alors, est-ce qu'ils étaient là uniquement quand il y avait les manifs pour être sur les photos des médias, ou est-ce qu'il y a eu vraiment un réel soutien des élus de la région ou du département qui ont été souvent présents quand il y avait des manifestations? Parce que j'ai quand même beaucoup suivi votre parcours. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Olivier a été candidat, vous avez été candidat, pourquoi pas une femme? Ouais. Ça, c'est mon côté féministe. Tout à fait. Excusez-moi. Et au niveau des élections, est-ce que le fait que le vote blanc soit pris en compte pourrait changer les choses? Voilà. Ça vous laisse silence. circonspect. Sur Ford, rapidement, parce qu'après on va enchaîner avec la suite de l'émission. Sur Ford, on a eu le soutien, on va dire, verbal, on a eu de l'affichage, effectivement, quelques participations aux manifs, mais enfin relativement peu. On a eu des déclarations du ministre Le Maire ou de Alain Juppé ou de Alain Rousset, mais en réalité, les pouvoirs publics n'ont strictement rien fait. Alors pour quelles raisons? Après, on peut chacun l'interpréter. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de manque de courage, beaucoup de gens. Donc vous êtes en train de dire que même les élus de gauche ne vous ont pas soutenu? Ah oui, tout à fait. Ils se sont tous pliés à la loi de Bercy. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Bercy a dit c'est comme ça et pas autrement. Et puis ils se sont tous pliés à ça. Et là, ils ont signé un accord de merde, je l'appelle ça comme ça, mais un accord de merde avec Ford, où Ford, à la fin, a réussi à imposer un article qui dit que les pouvoirs publics n'attaqueront pas Ford en justice, alors qu'il y a eu non-respect et Ford a été condamné pour non-respect d'un accord signé il y a 5 ans. Donc ils se sont tous déballonnés. Et c'est ça qui est pitoyable. Et certainement que dedans, il y a des élus qui ont conscience qu'ils ont fait des conneries, qu'ils ont fait n'importe quoi, mais ils ont pas osé s'affronter, ils n'ont pas osé dire que c'était dégueulasse. Il y a des élections qui se préparent. Et voilà. Et derrière, tout le monde se met en rang. Et puis, alors, ce qui est terrible par rapport aux élections, c'est un peu long, mais désolé. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on nous a expliqué pendant des mois que l'État ne pouvait pas. Cette satanée impuissance des pouvoirs publics face à la puissance des multinationales. Enfin, on l'entend tout le temps. Finalement, c'est les grosses puissances qui imposent leur volonté. Et puis nous, le petit État français ou les petits pouvoirs publics, le petit maire, ne peuvent rien faire. Et comme par hasard, dans quelques mois, il va y avoir des élections. Et là, tous ces gens-là vont nous expliquer, votez pour moi parce que moi, je vais faire. Mais pourquoi, dans une campagne électorale, ils disent qu'ils peuvent faire et comment? Et pourquoi, au moment où il faut agir, il n'y a plus personne pour agir? Donc ça, c'est un problème politique qui est posé. Voilà. Alors après, sur la candidature, entièrement d'accord. C'est le problème qui s'est posé après Olivier et moi, parce qu'on s'est dit, si c'est que des mecs, et même on pourrait remonter l'histoire, c'est que c'était Alain Krivine qui a été 2 fois candidat à la présidentielle dans les années 70, enfin 69 et 74. Et donc on se dit, mais il faut qu'on... Vous avez lutte ouvrière avec Arlette Laguerre. Et voilà, alors ça, on va dire ça équilibre un peu. Voilà. Mais c'est pas complètement satisfaisant. Ouais. C'est d'abord la question de pourquoi lutte ouvrière et le NPA sont jamais ensemble. Ça, c'est un problème politique qui est un peu qui nous est posé, et que ça montre aussi l'incapacité qu'il y a dans la gauche radicale, on va dire, cette incapacité à un moment donné de faire tomber les barrières du sectarisme, enfin de tous ces trucs-là. On est aussi victime de ça. Et après, nous, on aimerait bien effectivement si la question se pose qu'on ait une autre candidature, qu'on soit encore une fois tout seul dans son coin avec une candidature nouvelle, c'est forcément une camarade qu'il va falloir présenter, parce que sinon ça veut dire qu'on n'est pas capable nous-mêmes de Vous avez parlé d'Artaud. Alors soit il y a une unité avec lutte ouvrière, mais nous on aimerait bien qu'il se passe quelque chose en tout cas de différent. On y reviendra. Mais on aimerait bien presque en fait on ne discute pas d'élections, mais que finalement d'ici les élections, il y ait un mouvement social tel que finalement il y a des choses qui se passent énormes dans la société, et puis que ça change que ça change la politique sociale avant les élections, parce que sinon on est sans arrêt en train d'attendre une élection. Bon, on va y revenir. Mais on a encore beaucoup de choses à se dire dans la suite de l'émission. C'est le débat de la semaine. J'ai embrassé un flic, chanté le plus anard de nos artistes Renault. Après les attentats de 2015, les Français semblaient aimer leurs flics plus que jamais. Et pourtant, insultés, caillassés, tabassés, brûlés, même les débordements des gilets jaunes n'auraient rien arrangé. On a redécouvert notre schizophrénie. De vive la police à nique la police, il n'y a qu'un pas.
Surtout quand on nous apprend qu'en 2019, il n'y a jamais eu autant de blessures par les décriés LBD, les lanceurs de balles de défense, manif inédite oblige, où on a vu en boucle les images de forces de l'ordre mettre sur la gueule des manifestants et inversement. Samedi dernier, à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, on a carrément tiré au cocktail Molotov et au mortier sur des policiers. Alors, Philippe Poutou, vous demandez le désarmement de la police. Comment est-ce qu'on peut être d'accord avec vous dans ces conditions ? C'est clair que dans les manifestations, il faut que la police soit désarmée. Là, dans les manifestations, c'est des gens, y compris celles des Gilets jaunes. La police dans les jaunes. manifestations fait face à des black blocs, à des à l'extrême gauche ou l'extrême droite qui viennent juste pour leur casser la gueule et détruire le mobilier urbain, les commerces. Ça, à mon avis, c'est des conneries. Ça. C'est pas des conneries. On l'a vu pendant les manifestations. On a vu quoi ? On a bien vu des bandes de casseurs. Oui, mais c'est pas la grande majorité du mouvement des Gilets jaunes. Mais il faut bien pouvoir y faire face. Résultat des courses, les 5 mains arrachées, les 20 yeux crevés, les défigurations de visage, les blessures très graves, y compris psychologiques, comme celui de Bordeaux qui a aujourd'hui des problèmes psychologiques liés au choc quand il était tombé dans le coma, tout ça. C'est uniquement du côté des manifestants. Et tous les exemples de blessés graves, c'était pas des black blocs, c'était pas des gens qui étaient armés, c'était des gens normaux, tout ça. Donc la légende des black blocs, moi j'en connais des black blocs parce que c'est des jeunes les black blocs en fait, c'est pas une espèce à part, c'est pas des robots, oui, c'est pas des gens qui viennent là pour casser, qui viennent parce qu'ils en ont ras le bol, parce qu'ils en ont marre. Et non, mais c'est ça qui veut désarmer les flics. Comment le problème c'est surtout que les flics, c'est pas forcément la question. Enfin moi pour ma part, je pense pas que ce soit la question de l'armement des flics. Le problème c'est de l'automatisme de la réaction au LBD notamment. À quel point ça arrive vite et quels sont les ordres qu'ils reçoivent. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont des ordres et effectivement, ils sont soumis à l'ordre qu'ils reçoivent. Donc, soit, effectivement, ils prennent leur droit de réserve, ils n'interviennent pas. Et là, effectivement, mais ils ont des ordres. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi être réaliste. En 68, ça a été pareil, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on sait que les mouvements sociaux peuvent déstabiliser un pays, il y a des ordres qui sont donnés au niveau des services de police, et donc, eux, ils ne font qu'agir. Après, effectivement, il y a une question de conscience. Et effectivement, cette prise de conscience, il y a des policiers qui l'ont prise, il y en a d'autres, non, les ordres sont les ordres. Voilà. Mais voilà, il faut vraiment prendre en compte que ce n'est pas uniquement l'homme qui est dans l'uniforme qui agit pour taper, pour le plaisir de taper. C'est l'ordre qu'il y a aussi l'ordre reçu. Qui est le plus problématique, évidemment. Alors, on peut admettre qu'il y a des violences policières, qu'il y a des bavures, des choses inacceptables. Vous l'avez dit, Philippe Poutou, avec les membres mutilés, les yeux crevés, etc. C'est inadmissible, on peut l'admettre. Mais la plupart du temps, les policiers qui font face à ces manifestants sont dans une posture défensive. Ils se font attaquer eux-mêmes. C'est pas eux qui attaquent en premier. On a bien vu avec Christophe Détinger, le boxeur à Paris, quand il a boxé les CRS, on a bien vu qu'ils étaient dans une posture défensive et qu'ils étaient complètement passifs et surpassés. Mais non, ils n'étaient pas passifs parce que... si, les CRS, on a vu les images, qui se faisaient tabasser au sol par le boxeur. L'image d'avant, c'est une femme qui se fait tabasser par des CRS. Ils ne sont pas si passifs que ça. L'intervention du boxeur Détinger, elle est en réponse à une agression auparavant. Et la légende du policier qui est inactif et passif dans une manifestation, vous pouvez quand même admettre qu'il y a des policiers qui se font agresser dans les manifestations ou hors des manifestations, même dans les banlieues, on l'a bien vu à Chanteloup-les-Vignes la semaine dernière. Comment ils se défendent alors? On peut parler de Hong Kong, la répression policière c'est exactement la même. On peut parler de Santiago de Chili, là par contre ils tirent à balles réelles. C'est-à-dire qu'en fait le rôle de la police, c'est ça rejoint ce que dit. C'est de maintenir l'ordre public. C'est que le problème c'est pas individuel, c'est pas le policier en lui-même. Le problème, c'est le rôle de la police en tant qu'institution politique. Elle est là pour maintenir l'ordre. Et ce qu'on voit avec le mouvement des Gilets jaunes, et c'est une nouveauté en France, c'est pas une nouveauté dans les autres pays, mais c'est une nouveauté en France, c'est le niveau de violence, quitte même à risquer à tuer des gens. Parce qu'on aura à un moment donné des morts. Bon, il y a Rémi Fraisse qui est mort il y a quelques années en France. Alors lui, c'était tout sauf un black box. Comme par hasard, ça tombe toujours sur des gens militants écolos, tout ça. Donc on voit que la violence, elle franchit un cap. Pourquoi? Parce que non, oui, mais je finis le truc. Évidemment, parce qu'il y a tellement de misère, tellement de pauvreté, et à côté de ça, il y a un gouvernement. Bien sûr, ça va justifier la violence de la révolte. Bien sûr, ça la justifie. Que la violence soit motivée par ces la prise de la Bastille, c'était des black box en 1789. Pourquoi ils se sont révoltés? Pourquoi ils ont pris la Bastille, les black box en 89? Parce qu'il y avait trop de misère. Donc aujourd'hui, on en est là. Il y a trop de misère. Et la violence de la révolte, elle est justifiée. Et le problème qu'il va y avoir, c'est que soit il y a un État qui est en capacité à nouveau
niveau de montrer qu'il peut y avoir de la démocratie, qu'il peut y avoir des liens sociaux, de la solidarité, et puis qu'il y ait une vie décente pour tout le monde, soit la société elle est capable de mettre en place ça, soit elle n'en est pas capable. Et si elle n'en est pas capable, si les inégalités augmentent, si l'humiliation augmente, si la violence quotidienne au travail, au chômage augmente, il est évident qu'il va y avoir de la révolte, il est évident qu'il va y avoir de la colère. Et la colère, il y a un moment donné, ça donne ce que ça a donné avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est qu'il y a un moment donné, oui, on se fait pas frapper dessus. Donc du coup, la violence première, c'est la misère, c'est l'inégalité. Et du coup, oui, ça provoque des réponses. Et moi, je pense que les réponses... Vous voulez condamner ces réponses violentes? Pas du tout. Moi, je pense qu'il faudra être violent. Vous encouragez la violence des manifestants envers les forces de l'ordre parce qu'ils sont là pour défendre la politique de l'État. Parce que les forces de l'ordre, elles tapent dessus pour que tu fermes ta gueule et pour que tu restes au chômage. Vous encouragez Donc face à Nico en régie. Le problème, il est là. Mais c'est comme on voit les images à Hong Kong et tout ça. À partir du moment où des gens vous encouragez la violence. Donc, moi, je pense que on ne peut pas tolérer la violence. C'est-à-dire que et surtout pour une personnalité publique, comme pour une personnalité publique comme vous, dire qu'il faut encourager la violence. Il y a des personnes qui malheureusement n'auront pas forcément la limite dans leurs actions et qui vont être violents, au risque de perdre leur vie. Donc, en tant que personnalité publique, dire que vous êtes pour la violence, moi, ça me choque. Parce que effectivement, c'est pas ça la discussion. Elle est là, la violence. Elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une différence entre la violence du chômage et de la pauvreté et la violence physique. Mais exactement, mais elle est où la violence réelle? Elle est où? Dans les 14 000 morts par an liés au chômage? Elle est à l'origine, elle est à la pauvreté. Est-ce que ça justifie la violence physique entre les personnes? Quelle violence physique? Écoute, moi, j'ai fait beaucoup de manifs. Vu comme tout le monde les images récemment tu peux pas comparer en marge des manifestations. Un jet d'une canette de Heineken et un tir de LBD. Bon, quand bien même le gars il jette sa Heineken, ok, mais non, mais concrètement c'est ça. Je veux dire, à Bordeaux, il n'y a jamais eu de Par contre, on peut comparer les tirs de LBD et les voitures de policiers incendiées ou les policiers tabassés. Ça existe aussi, ce genre de choses. On peut l'admettre, ça. Oui, mais il ne faut pas comparer. D'un côté, on a des individus qui sont en détresse. Tu viens de faire une comparaison entre la canette d'Heineken et le LBD. Donc, je me permets de faire une comparaison qui me semble plus pertinente. Non, mais aujourd'hui, on est en train de mettre au même niveau des problématiques qui ne sont pas du tout les mêmes. On a d'un côté l'État qui ne respecte pas les règles, notamment d'utilisation de ces armes. Oublions pas que voilà, ces armes, elles doivent être utilisées de façon proportionnelle en cas d'absolue nécessité. Je suis désolé, il y a tous les cas qu'on voit, l'absolue nécessité, elle n'est pas là. Toutes les règles d'utilisation de ces armes-là, elles n'ont pas été respectées. Et aujourd'hui, moi, j'encourage tous les gilets jaunes qui ont été blessés à mener les actions en justice parce que l'État va être condamné. En justice, mais pas la justice physique par soi-même. Non, mais ça, c'est facile à dire. Oui, mais quand tu es dans le feu de l'action, j'imagine que déjà, quand tu es étouffé par la pauvreté, que tu es étouffé par. Alors, moi, je ne cautionne pas. Quand tu es étouffé par la pauvreté, tu vas militanter comme le fait Philippe Poutou, tu vas te présenter aux élections. Oui, mais tu vas pas casser la gueule mais des gens mets-toi à la place. Alors, moi, je ne suis pas concernée, mais mets-toi à la place de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. On te dit depuis des dizaines d'années, va manifester pacifiquement et tais-toi et réveille-toi tous les 5 ans. Non, si. Alors non, là on est d'accord, Ça ne justifie pas la violence, mais Stéphane, c'est qu'effectivement, il y a des avocats qui se sont mis en lien avec des gilets jaunes et tout pour les représenter et tout ça, et qu'effectivement, à un moment, c'est faire condamner l'État pour les violences qu'ils ont subies. Là, pour moi, il y a une vraie justice sociale. Mais en même temps... Vous avez vu toutes les affaires. Bien sûr. Zéro se termine par la condamnation. Et je vais beaucoup plus loin. C'est qu'effectivement, on est dans une période très compliquée professionnellement au niveau du chômage. En plus, avec la nouvelle réglementation, c'est une horreur. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Et là, je parle de situations dont je connais. Les gens qui vivent avec moins de 5 € dans les poches. Donc, effectivement, c'est une réalité. Mais ça ne justifie pas cette violence-là. Par contre, il est peut-être temps que citoyens, tout à l'heure vous parliez du RIC, que tous les citoyens, effectivement, se rassemblent. On en a déjà parlé dans une autre émission. Oui. C'est qu'effectivement, tant qu'il n'y aura pas un réel rassemblement, au-delà des clivages politiques, extrême gauche, gauche, au-delà de ce clivage-là, c'est-à-dire qu'effectivement, sur une base commune, qui est la question l'humain et la dignité, et de faire de la politique. Non, excusez-moi. C'est facile à dire, mais faire en de la fait, c'est politique normal. citoyenne. Bien sûr que c'est normal, mais c'est un slogan comme ça un peu. Oui, mais évidemment, on est tous pour faire passer l'humain avant. Non, pas tous. Mais c'est faire une politique. Pas tous. Faire une politique
politique citoyenne, une politique au sens noble du mot, c'est-à-dire agir pour sa cité. Et je continuerai. À un moment, il reste, on en a déjà parlé, la question du pouvoir. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se rassembler parce qu'il y a une question de pouvoir. Qui va prendre le pouvoir? Bon, alors on va conclure sur cette. Moi, je dirais un truc avant de conclure. C'est sur là aujourd'hui, par exemple, on entend tous parler des réformes sur la retraite. Vous avez vu les chiffres, c'est des chutes de retraite. Mais ça reste dans la violence. Ça rejoint. On va encore parler de violence parce que c'est facile à dire que le jeune qui jette une canette, c'est un petit enfoiré qui doit faire sa garde à vue. vue. J'ai pas parlé du jeune qui jette la canette. J'ai parlé des jeunes qui tirent au mortier sur les flics. Ouais, qui tirent au mortier. Bon, là, on parle plus des manifs. Alors, là, on n'est pas dans les manifs. Là. Ah, mais je parle pas uniquement des manifs. Je l'ai dit tout à l'heure, les violences anti-flics ne sont pas que dans les manifs. Oui, non, mais là, voilà, parce que vous parliez du désarmement de la police. Nous, quand on discutait du désarmement de la police, c'était dans les manifestations sociales. Donc là, c'est que la campagne, c'était ça. C'était pas pour la chasse aux terroristes. C'était pas pour aller chercher des criminels comme celui qui a voulu flinguer la mosquée de Bayonne. Des mecs comme ça, là, on dit pas qu'il faut pas être désarmé. Là. Mais par contre, sur les mouvements sociaux, il faut être désarmé. Mais là, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la question des retraites, ou même la question des indemnités chômage, quand on voit le recul social que ça, la violence que c'est-à-dire les gens déjà, ils n'arrivent pas à vivre. On sait que c'est plusieurs milliers de chômeurs qui n'auront plus rien dans les mois qui viennent. La retraite, on sait que ça va être 300, 400, 500 € de moins pour certains retraités. Déjà, la plupart des retraités, pour beaucoup en tout cas, ils n'ont même pas ce qu'on appelle en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, alors, on appelle ça comment? Et alors, si un Macron ou un gouvernement, il est capable de dire regardez ce qu'on va faire et tout ça, et avec les conséquences dramatiques que ça va avoir, et que derrière, on ne comprend pas que dans la rue, ça commence à se crisper. C'est comprendre, on n'est pas justifié. C'est pour ça que le mot, c'est pas justifié, c'est que demain, il y aura de la violence. Demain, il y aura de la révolte. À Santiago du Chili, l'armée, elle tire, il y a quand même des gens qui sortent. Mais le changement peut arriver aussi par les urnes et par la voie démocratique et politique. Moi, je pense ça. La preuve que non, pour l'instant. Qu'il le peut. Bon, alors, on va pas faire un temps là-dessus. C'est ça. Aujourd'hui, les élections montrent au contraire. Macron disait... Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Macron, il avait affirmé qu'il fallait combattre Le Pen parce que lui, il provoquerait l'unité du pays et puis provoquerait justement une situation sans violence. Et bien, il fait tout l'inverse. Donc, il a menti à tout le monde. On va parler et sauf que lui, il a encore 3 ans à tenir. Il a beau mentir, il a beau faire n'importe quoi. Il sera toujours au pouvoir, il continue sa politique, il l'a dit. Et cette violence-là, cet irrespect de la démocratie, cet irrespect de la parole et de l'engagement, il mérite justement que ce gars-là dégage. Donc ça pose des problèmes d'une manifestation et même d'une radicalité dans les manifestations. Bon, alors on va clore ce premier débat de l'émission. Le président Emmanuel Macron vire-t-il à droite? On en parle dans quelques minutes après la pause avec Louis de Raguenel de Valeurs Actuelles. Il sera avec nous par téléphone. À tout de suite. Ça reste en off sur Eau de Radio. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus.
Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où, ces acrobates, avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Sí, sí, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros. Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros. Venga, venga, baila. Y mataré los otros. Ça reste en off sur Eau de Radio. Et c'était la corrida de Francis Cabrel, clin d'œil à notre débat de la semaine dernière. Nous sommes toujours avec Thomas, Margot, Jamila, Stéphane et Philippe Poutou, notre invité ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur auderadio.net et le 91.3, mais aussi nous regarder en Facebook Live. Macron est-il en train d'opérer un virage à droite, ou est-il déjà de droite? Qui de mieux pour répondre à la question que celui qui l'a interviewé pour Valeurs Actuelles la semaine dernière? On en a beaucoup parlé. Tout de suite, c'est l'heure du deuxième invité de la semaine. Et notre deuxième invité, c'est Louis de Raguenel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes rédacteur en chef spécialisé police-justice à Valeurs Actuelles, qui a publié la semaine dernière la une dont tout le monde a parlé, intitulée « Tête-à-tête avec Macron, immigration, identité, les confidences explosives du président ». C'est vous donc qui avez interviewé Emmanuel Macron dans l'avion au retour de son voyage à La Réunion. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement les coulisses de cet entretien et qu'est-ce qui l'a motivé?
Bon, alors les coulisses de cet entretien, c'est surtout les coulisses des relations en fait entre Valeurs Actuelles et Emmanuel Macron depuis son élection. Si vous voulez, depuis le début de son élection, nous on souhaitait le rencontrer, on souhaitait lui poser un certain nombre de questions que se posent les lecteurs de Valeurs Actuelles. Ce sont des lecteurs attachés aux valeurs traditionnelles françaises, mais aussi à l'économie de marché. C'est des gens qui sont assez engagés dans la vie de la société. Et donc, on souhaitait leur poser à Emmanuel Macron, au président de la République, un certain nombre de questions, précisément donc sur les questions d'immigration, d'islam, de la place de l'islam dans la société, et donc des sujets de civilisation et d'intégration. Voilà. Et donc, c'est à cette occasion, donc à l'occasion du voyage du président de la République à Mayotte, puis à l'île de la Réunion, qu'on a pu l'accompagner pendant ce voyage officiel. Initialement, l'entretien devait se passer à l'aller, donc entre Paris-Orly et Mayotte, et finalement, c'est sur le vol du retour entre l'île de la Réunion et Paris que l'entretien a eu lieu. Ça a duré à peu près une grosse quarantaine de minutes. C'était un entretien extrêmement dynamique. Donc moi, je connais bien les sujets d'immigration. Donc ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu que le président connaissait aussi très bien les chiffres et les données sur les questions migratoires en France. Et donc on a pu avoir un débat à la fois sur les grandes questions fondamentales qui touchent les questions d'immigration, mais on a aussi pu entrer dans le détail. C'est très rare avec les politiques, c'est-à-dire qu'on a pu discuter avec des chiffres, des tableaux de bord à l'appui des chiffres de l'immigration en France. Et donc voilà, Emmanuel Macron a détaillé sa vision, ce qu'il voulait faire, et clairement c'est pas du tout la vision qui est portée par les électeurs de Valeurs Actuelles. Vous posiez la question, est-ce que Emmanuel Macron est de droite? Je pense que voilà, c'est sur cette question-là, où est-ce qu'il veut parler à la droite, je pense qu'on est, il faut répondre de manière très claire à cette question, et il faut que la droite surtout fasse entendre son discours, puisque en réalité, Emmanuel Macron est en train de faire du en même temps, et en réalité est en train de mener une politique qui n'est pas du tout de droite en fait sur ce sujet-là. D'accord. Je vois que Philippe Poutou tique à votre dernière remarque. Mais avant de lui donner la parole, tout le monde vous est tombé dessus la semaine dernière, et lui est tombé dessus aussi sur le président, parce qu'on dit que votre magazine est infréquentable, qu'il est d'extrême droite. Donc question déminage, où est situé Valeurs Actuelles politiquement? En fait, c'est extrêmement simple. Valeurs Actuelles, si vous voulez, c'est le journal de la droite. Nos lecteurs sont des gens assez modérés, attachés aux valeurs traditionnelles de la France, attachés à des valeurs familiales, un modèle de société qui vit à travers la transmission, et on croit aussi que c'est le passé qui permet de construire le présent et l'avenir. Et donc où est-ce qu'on se situe, pour répondre très précisément à votre question? Nous, donc on parle à tout le monde, on parle à la droite bien évidemment, mais on parle également à La République En Marche. Il y a quelques semaines, on a fait une avec Marlène Schiappa, on a donné la parole à Jean-Michel Blanquer, on a donné la parole au secrétaire d'État en charge du service national universel, Gabriel Attal. Y compris des gens de gauche, Alexis Corbière, il y a quelques mois aussi, il me semble. Alexis Corbière. Donc en fait, non. Moi, je vous réponds très précisément. Lisez Valeurs Actuelles, et vraiment, j'enjoins vos auditeurs à lire Valeurs Actuelles, qui se rendront absolument compte que ce journal n'est pas un journal du tout d'extrême droite. C'est un journal clairement, oui, d'opinion à droite. Mais nous, on parle à tout le monde, et on parle même à la gauche. Voilà, on n'a il n'y a aucun sectarisme, et surtout en fait on est des journalistes, on est très professionnels, et donc on mène un certain nombre d'enquêtes, d'investigations. Nous, si vous voulez, on n'est pas là non plus pour dire ce qu'on pense, on est là pour relater des faits avec effectivement forcément une grille de lecture qui est une grille de lecture qui est la nôtre, mais notre objectif c'est de décrire la réalité, voir le monde tel qu'il est et pas tel qu'il devrait être. Alors je vois que Philippe Poutou est au bord du malaise là suite à vos propos. Est-ce que vous voulez réagir, Philippe Poutou? J'ai pas entendu, pardon. Je dis que Philippe Poutou est au bord du malaise à vous écouter. Ah mais non. Est-ce que vous voulez réagir, Philippe Poutou? Je suis pas au bord du malaise. Mais le problème, c'est que tout a tellement évolué vers la droite. La gauche s'est droitisée, la droite s'est droitisée, que finalement aujourd'hui, l'extrême droite, on ne sait plus trop où c'est que ça commence. Quand on voit la politique d'un Macron, même les noms qui ont été cités comme Blanquer et tout ça, enfin, ce qu'ils sont capables de dire aujourd'hui sur les questions d'immigration, sur les questions sociétales, on va dire, ça a tellement basculé à droite que voilà, c'est vrai que les frontières elles évoluent, quoi. Donc le problème qu'on a, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive à faire que dans la société il se passe autre chose, et c'est pour ça que les mobilisations sociales du moment, elles peuvent être quelque chose qui peuvent transformer le truc. C'est qu'à un moment, il faut de la révolte parce qu'il y en a ras-le-bol des inégalités, il y en a ras-le-bol du monde qu'on est en train de nous préparer, qu'on est en train de nous construire, hein. C'est de la haine des autres, il faut fermer les portes, il ne faut pas que les migrants rentrent, il
il faut pas du mariage avec les homosexuels, enfin tous ces trucs-là, quoi. Il y a un gros danger aujourd'hui d'un monde très réactionnaire, très conservateur, et c'est vrai qu'on peut espérer que la colère qu'il y a aujourd'hui dans la rue, ou en tout cas qui s'annonce aussi à travers le 5 décembre et puis d'autres dates, on peut espérer qu'il y ait un retournement de situation, quoi. On va laisser répondre Louis Dragnel. Alors moi je veux répondre à Philippe Poutou. Sur une chose, là où je partage le constat de Philippe Poutou, c'est que le modèle politique, le système politique traditionnel a complètement volé en éclats et c'est très difficile aujourd'hui de trouver ses repères. Et ce que je trouve, et je pense que là-dessus on sera d'accord, c'est que Emmanuel Macron profite de cet effondrement total des partis politiques, des frontières et des digues pour surfer un peu comme il veut, pour essayer de, je pense, c'est son souhait, de récupérer des électeurs par-ci et par-là. S'agissant précisément de la question migratoire, moi ce que je trouve incroyable depuis le début de ce débat qui a été initié par Emmanuel Macron dit « je souhaite instaurer l'idée de quotas ». Mais en réalité, quand on y regarde plus précisément, aujourd'hui, il y a l'immigration économique, ça concerne seulement 33 502 titres de séjour. C'est extrêmement faible. Et donc, que souhaite faire Emmanuel Macron? Il souhaite augmenter l'immigration économique en France. Et donc, il souhaite faire en sorte que les 150 000 à 300 000 emplois non pourvus puissent être pourvus par cette immigration qui vient, immigration économique, donc qui vient de l'étranger. Et donc en fait, il faut aussi que c'est ça que je comprends même pas que la droite ne réagisse pas sur ces sujets-là, puisqu'en fait, Emmanuel Macron est en train d'expliquer par A plus B qu'il est en train de faire exploser l'immigration légale en France et qu'il ne souhaite absolument pas la réduire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Valeurs Actuelles alors que je l'interrogeais. Il me disait il n'y a aucun problème d'immigration en France. La France, d'ailleurs, il s'appuie sur des thèses qui sont pas vraies, en disant qu'il y a toujours eu une immigration située entre 10 et 14% en France. C'est totalement faux. Par exemple, fin 19e, l'immigration en France, ça représentait à peu près 1% de la population. Donc en fait, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et donc en fait, Emmanuel Macron est en train de faire croire à la droite, parce qu'il parle de quotas, parce que vous savez, le quota, c'est chiffon rouge, quoi. Quand on parle de quotas, tout le monde pense qu'on est ferme. Et en réalité, il fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il dit, on parle de quotas, mais c'est pour augmenter l'immigration légale. Et quand on regarde de près, en 2018, il y a eu 256 000 titres de séjour qui ont été délivrés. Si Emmanuel Macron souhaitait réellement réduire l'immigration légale, il fallait qu'il s'attaque à ce qui représente les 2/3 de ces 256 000 titres de séjour. Les 2/3, c'est quoi? C'est l'immigration familiale, les regroupements familiaux qui concernent 90 000 personnes et les étudiants étrangers qui concernent 83 000 personnes. Et donc, s'il avait vraiment voulu faire une politique de droite sur ces questions-là, il aurait attaqué le regroupement familial, il aurait annoncé, je ne sais pas, de diviser par 4 ou par 5 le nombre de personnes qui bénéficient de titres de séjour au titre du regroupement familial. Et il aurait annoncé la réduction du nombre d'étudiants étrangers qui bénéficient de ces titres de séjour. Bien, merci. S'il était allé jusqu'au bout, et après j'ai bientôt fini, sur la question du regroupement familial, ça aurait supposé un courage immense, puisque ça suppose d'aller voir les principaux pays qui profitent de l'immigration familiale. En gros, ce sont les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, et les principaux pays de l'Afrique de l'Ouest, donc, qui sont nos anciennes colonies, en fait, principalement le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais ça aurait été extrêmement, ça aurait nécessité un vrai plan d'action, quoi. Et donc, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'Emmanuel Macron va faire augmenter l'immigration légale et va absolument pas la limiter, contrairement à ce que tout le monde dit. Bon, Margot a une dernière question pour vous. Vas-y. Alors, c'est une question, aussi un constat. En fait, ce qui me choque énormément, c'est que vous vous adressez à des lecteurs donc plutôt traditionnalistes. Vous dites que le passé construit l'avenir, etc. Que vous avez un certain nombre de valeurs. Et vous, votre réponse à l'immigration, en gros, vous dites si Macron avait dû être courageux, il aurait fallu diminuer probablement par 4, c'est ce que vous aviez dit, je crois, l'immigration familiale. Je trouve quand même que pour quelqu'un qui est à la tête d'un journal qui se veut avec des valeurs assez traditionnelles, probablement celle de la famille, j'imagine, ça en fait partie, et venir dire qu'il faut séparer les familles et ne pas pratiquer le regroupement familial, vous pensez pas qu'il y a quand même un gros problème là? Parce qu'on ne peut pas accepter, de laisser des familles séparées. Mais franchement, votre question est très intéressante et elle est pertinente. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a un système qui a été construit, notre système d'immigration a été construit il y a une trentaine d'années pour répondre à des besoins d'il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, il est complètement périmé.
puisque en fait il y a énormément de détournements de tout notre système à la fois d'asile, mais ça c'est un autre sujet, et d'immigration légale en France. Et donc en fait aujourd'hui on se rend compte d'une chose, c'est que on n'arrive plus à maîtriser l'immigration en France, et on ne peut plus, en fait on n'a plus les capacités d'intégrer les gens qui viennent sur notre territoire français. Et dans la mesure où la machine à intégrer est complètement cassée, que en plus il y a quand même en France un fort taux de chômage, c'est ni décent ni raisonnable de continuer d'accueillir des gens sans cesse au nom de principes humanistes et voire parfois humanitaires. Et enfin, vous voyez, parce que vous touchez du doigt la vraie question d'un point de vue moral, mais en fait, si on suit ce discours-là et qu'on le déroule à fond, on devrait par exemple accueillir tous les gens qui fuient les guerres et les conflits dans le monde. En réalité, on se rend compte qu'on ne peut pas. Le problème, c'est qu'on est l'un des pays les plus attractifs, les plus généreux en Europe. Et on se rend compte du coup qu'on concentre un certain nombre de demandes de personnes qui viennent massivement, principalement chez nous, parce qu'ils savent que ce système fonctionne. Et derrière, il y a des réseaux de passeurs qui se mettent en place. Et là, je ne parle pas du tout de l'immigration familiale, je sors un tout petit peu du débat, mais il y a des réseaux de passeurs qui savent précisément que notre système est extrêmement profitable justement aux personnes nécessiteuses, et du coup qui se servent de nous, qui abusent de nous. Et on se rend compte aujourd'hui que le système craque de partout. Vous avez seuls 17% des déboutés du droit d'asile qui sont effectivement reconduits dans leur pays. Ça veut dire qu'en fait les 2/3 des gens qui sont déboutés du droit d'asile restent clandestinement sur notre territoire, et ils sont complètement abandonnés. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus rien qui est là ni pour leur dire ce qu'ils vont faire, il n'y a plus aucun avenir pour eux. Enfin, c'est absolument terrible. Et l'État qui n'est pas capable de leur dire la vérité, Est-ce que je pourrais vous poser une question, s'il vous plaît? Toute dernière question. Je vous écoute, bien sûr. Oui, même pas une question. Est-ce que c'est quand même une réalité que le journal Valeurs Actuelles a été condamné quand même pour incitation à la discrimination, à la haine raciale, d'accord, contre les Roms, faut pas l'oublier. Donc Macron aurait dû, à la rigueur, mieux répondre à une interview de minutes, ça n'aurait pas changé les choses. Ça, c'est une première des choses. Non, mais je vous réponds juste là-dessus parce que c'est pas vrai. Je finis juste. On n'a pas été condamné en fait. Non, mais je finis juste après. Après, je vous demande une réponse. Non, après, je vous demande une réponse. Vous parlez de famille traditionnelle. En même temps, on vous entend pas. Jamila, s'il te plaît, laisse-le parler parce qu'après on doit enchaîner. Pardon. Non, simplement, juste pour établir les faits, Yves de Kerdrel, l'ancien patron de Valeurs Actuelles, a été condamné en première instance. Ensuite, il y a eu un appel. L'appel a été cassé. Donc, Valeurs Actuelles n'a pas été condamné. Simplement pour vous dire les faits par rapport à ça. J'entends beaucoup de gens qui me disent ça, mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, allez voir par vous-même. Les décisions de justice sont publiques. Bon, merci beaucoup Louis Dragnel, journaliste à Valeurs Actuelles. Merci pour votre accueil, c'est gentil. Je suis désolé, j'ai parlé peut-être un peu longtemps. Mais non, mais c'est pas grave, pas de souci. Comme ça, les bases de notre débat qui va suivre sont bien posées. Merci beaucoup et à bientôt. Et très bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Alors, on va poursuivre la deuxième partie du débat. Et tout de suite, le jingle. Alors, il durcit les règles d'accès à l'assurance chômage, il s'engage dans une réforme des retraites décriée par les syndicats, il est pro-entreprise, il est pour des quotas d'immigration, on vient d'en parler. Emmanuel Macron vire-t-il à droite ou est-il déjà de droite? C'est une question très simple que je vous pose. Vas-y Thomas. Moi je pense que non, il vire pas à droite. En fait, c'est de la stratégie politique. C'est de la stratégie électorale. En vue des élections 2022. En vue des élections, à mon avis, ouais. Parce qu'il c'est le pro de la communication. C'est un coup, je suis dur, je vais faire bouger les lignes à tort ou à travers sur certains plans, sur certains sujets, mais au final, non. Stéphane, on t'a pas beaucoup entendu. Oui. En fait, ouais, moi, pareil. Je trouve qu'il prépare le terrain pour 2022. Voilà, la gauche, elle est totalement décomposée. Donc, qu'est-ce qui reste à séduire? C'est l'électorat d'extrême droite. Donc, voilà, le schéma, il est clair. Et il a bien indiqué cette semaine que c'était finalement le clivage qu'il souhaitait confirmer et imposer dans toutes les élections qui arrivent, jusqu'au présidentiel. Donc. Philippe Poutou, est-ce que Macron est de droite? J'imagine déjà votre réponse. Est-ce que vous pouvez l'argumenter? On l'avait déjà dit pendant la campagne de 2017. Il me semble que c'était il était déjà caractérisé il était banquier. Voilà, on savait quand même d'où il venait. Il venait de chez Hollande. Il était ministre de l'économie à l'époque de Hollande, qui avait mené quand même une politique bien à droite.
Donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là, mais sur la question de l'immigration là, par rapport à ce qui était dit juste avant, effectivement, le truc des quotas, on ne sait pas trop ce qu'il dit en fait. Là, Macron, on sait juste qu'il a envie de parler de ça parce qu'il sait, ça rejoint ce que vous dites, hein, une sorte de démagogie électoraliste, de séduire un électorat d'extrême droite. Donc c'est de la parlotte, mais la réalité, on peut dire que c'est la loi asile-immigration qui a été votée il y a 2 ans, hein, où là il y a restriction des droits. Il y a restriction, les frontières se ferment. On le voit à Bordeaux quand même. Tous les squats de réfugiés sont expulsés. Il pleut aujourd'hui à Bordeaux-Lac. Ça fait rien. Alors qu'il y avait des annonces par rapport à l'orage. Attention, restez chez vous et tout ça. On laisse volontairement des gens sous des tentes, sous des arbres. Donc on voit l'attitude de l'État par rapport aux migrants. On voit que ça se durcit. Vous avez vu qu'il y a 3 centres de rétention supplémentaires qui vont être créés, dont un à Bordeaux. Donc on est dans une logique musclée envers fait par celui de Valeurs Actuelles, il est complètement faux parce qu'en réalité il y a un durcissement, il y a une attaque contre, et ça doit leur plaire. Et donc ça c'est il a parlé longtemps et puis après non mais il n'y avait pas forcément la place pour, mais oui, c'est quelqu'un qui est de droite, mais de droite. Enfin, après, il faut arriver à sortir des fois un peu de ces schémas-là. C'est que c'est profondément réactionnaire. Voilà, c'est ça. De droite, il y a des gens à droite, qui sont certainement beaucoup plus tolérants par rapport à la migration et qui sont d'ailleurs dans des mouvements de soutien aux réfugiés. Il y a des gens de droite, il y a des gens catholiques, des gens chrétiens. Il n'y a pas que la gauche, il n'y a pas que ce qu'on pourrait appeler. Donc, du coup, c'est pour ça que droite-gauche, c'est pas tellement ça le problème. C'est que moi, je pense qu'il y a une vision très réactionnaire par rapport aux migrants, et c'est vrai que cette vision-là chez Macron, peut-être qu'elle n'était pas complètement au début, mais la logique politique de garder le pouvoir et les rapports de force actuels à travers les élections le poussent à aller gaiement vers les thèses xénophobes, et Macron va vers des thèses dangereusement d'extrême droite. Et juste pour dire aussi par rapport à son voyage à Mayotte, c'est quand même terrible, c'est que Mayotte, il va faire le malin en disant l'insécurité, c'est le problème des Comoriens qui arrivent, alors que le problème de la misère à Mayotte, c'est plutôt le pillage du colonialisme, parce que s'il y a de la pauvreté à Mayotte, c'est quand même parce que l'État français colonise et machin, et c'est quand même assez fort de café de montrer du doigt des Comoriens, alors que l'État français pille, et pas que Mayotte. Donc on voit le retournement de situation, on voit le détournement, on voit la triche, l'entourloupe, et c'est propre à l'extrême droite. C'est cette façon de remonter les pauvres contre les pauvres. Après, vous dites qu'il a un discours xénophobe, raciste, etc., d'extrême droite, Macron, mais pour prendre sa défense, ou la défense de Valeurs Actuelles, comme vous voulez, il n'attaque pas vraiment les migrants en tant que tels, mais ce qu'il dénonce, c'est le fait qu'ils ne puissent pas être tous intégrés, assimilés dans le pays. Oui, parce qu'ils sont trop nombreux, et parce que les structures d'accueil ne sont pas assez... Louis de Ragnel, comme on a eu juste avant, disait que l'immigration familiale, le gros souci, en gros, c'était on ne peut pas correctement les accueillir. Et moi, j'aurais voulu lui poser la question. Donc, si on était un pays décent... dans les centres de rétention... Attends, si on était un pays décent, si on ne faisait pas de centres de détention, parce que ça choque tout le monde, hein, quand on voit les mères et leurs enfants séparés à la frontière des États-Unis, mais ça choque personne quand c'est en France. Si on accueillait normalement et décemment les gens, si depuis les années 70 on les avait pas parqués dans des banlieues, est-ce que finalement on pourrait avoir une immigration normale, apaisée, et je pense que le problème en grande partie c'est ça. Et là il conditionne lui-même cette espèce d'échec, en tout cas cet homme-là de Valeurs Actuelles, à dire oui mais le problème c'est qu'on peut pas les accueillir. Donc le problème c'est pas les migrants, c'est l'accueil. Non, c'est ce que je dis. Ça va beaucoup plus loin depuis le début, et c'est ce que dénonce Emmanuel Macron dans l'interview. Il a pas du tout, moi je l'ai lu entièrement, il n'a pas du tout fait de la démagogie ou de l'électoralisme, il a dit ce que tu viens de dire. Le problème, c'est pas l'immigrant, c'est leur accueil. J'aimerais aller plus loin sur la question du regroupement familial, parce que là, on nous enfume complètement. La question, pour pouvoir avoir droit au regroupement familial, il faut un salaire, il faut un logement, c'est très très strict. Donc effectivement, tout le monde, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent travailler en France, qui restent 11 mois et qui repartent dans leur pays d'origine pour voir leurs enfants et leurs femmes. Et je trouve que ça, c'est inadmissible. Alors qu'un magazine parle de tradition, parle de valeurs familiales et qui est complètement d'accord pour séparer les familles, donc ce que tu disais tout à l'heure, moi ça me dérange. Ça, c'est une chose. Et la question du regroupement familial, mais la question du travail. La capacité d'accueil, c'est pas, ils veulent pas séparer les familles, c'est la capacité d'accueil. Si on aurait la capacité d'accueil, il serait non, la question n'est même pas là, parce que pour pouvoir monter un dossier de regroupement familial, il faut le monter. Si la personne n'a pas déjà son logement et tout, elle ne monte même pas le dossier, c'est même pas la peine. Ça, c'est une première des choses. Après, il parle d'immigration de travail. Est-ce que vous savez que la liste des métiers en tension en France n'a pas été mise à jour depuis 2008 ? On est en 2019, bientôt 2020. Donc, pour savoir quels sont les
métiers où on a besoin de main-d'œuvre aujourd'hui, on a plus de 10 ans de retard. Il y a quand même un souci là-dessus aussi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut trouver une solution au niveau des métiers qu'on n'arrive pas à pourvoir, merci. Donc, et qu'effectivement, Emmanuel Macron l'a dit lui-même dans l'interview que c'était les gens issus de l'immigration qui étaient les premiers à pouvoir ces donc métiers-là. Emmanuel Macron, un ministre du Travail, il serait temps que son ministre du Une Travail ministre, c'est Noël Pénicaud. Et il serait temps qu'elle se mette au travail, c'est-à-dire de pouvoir mettre en Quel comble. oui, de se mettre au travail pour qu'on puisse avoir une vraie liste des métiers en tension. De deux, on nous parle de valeurs traditionnelles et familiales, quand aujourd'hui j'entends dans la presse depuis quelques jours que quand on est smicarde, on ne peut pas demander le divorce. Incroyable, oui, Je trouve Julie ça Gradiani, inadmissible. oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens au pouvoir qui se permettent de tenir des propos. Ça veut Non, dire que là, si vous c'était êtes... pas quelqu'un qui est au pouvoir, c'est une journaliste. Oui, mais qui elle- sort oui, d'un oui, magazine c'est- incorrect. pardon, Elle qui est ne proche, reflète pas Mais alors, elle la- est d'une forme d'élite, et en tout cas, elle est dans les, et en tout cas, Elle dans ne les médias. reflète- Elle elle ne occupe reflète l'espace. pas l'ensemble de l'opinion des Oui, médias. mais bon, ça reste quand même pour moi un sujet. Ça veut dire si tu es pauvre, il te tape sur la gueule et tu restes quand même. La féministe que je suis ne l'accepte pas. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur des médias, mais mesdames, si vous n'avez pas d'argent, vous restez quand même. Oui, et puis le C'est message inadmissible. aussi derrière, quand elle parlait de si vous êtes au SMIC, est-ce que vous avez bien travaillé à l'école, c'est aussi de dire vous êtes pauvre, c'est votre faute, démerdez-vous et l'État n'a rien à vous On va devoir. laisser parler Stéphane. Non, je disais, on est tous en train de se faire manipuler. Parce Par que qui pendant qu'on parle de ces sujets, il est en train de casser notre pays. La réforme de la retraite, la réforme du chômage, tout ça, on devrait en parler tous. On devrait tous se lever contre ça. Et au contraire, on nous rabâche toujours ces sujets dont on finit plus. Là, ça suffit maintenant. Et moi, justement, par rapport à cette idée-là, c'est là où Macron, il ment, il sait très bien qu'il ment, mais pas que lui, tout le gouvernement, tous ces gens qui sont au pouvoir, ça, en disant, par exemple, la capacité d'accueil. Ils aimeraient bien accueillir les immigrés, mais ils ne peuvent pas parce que la situation sociale ne le permet pas. Ce qui est doublement mensonger. Non, mais ce qui est doublement mensonger, parce qu'en plus, là, il disait une connerie, là, le journaliste, tout à l'heure, c'est que les pays d'Europe qui accueillent beaucoup plus que la France, il y en a. La Grèce accueille énormément plus. La Turquie accueille énormément plus. C'est pas pour dire du bien du régime d'Erdogan, hein. Mais donc c'est la Jordanie. Oui, la parce Jordanie qu'ils n'ont donc, pas c'est les des- mêmes c'est des capacités pays- d'accueil aussi. j'ai fini. C'est des pays qui ont des situations sociales et qui ont des richesses Et largement est-ce inférieures. que les gens qui arrivent chez eux sont pour autant mieux Non, intégrés? c'est pas ça. On parle juste qui c'est qui rentre dans le pays. Il se trouve qu'il y a des pays en Europe qui accueillent beaucoup plus que la France, premièrement. Et deuxièmement, alors, si jamais c'était sincère, ça, effectivement, à cause du chômage, à cause des difficultés sociales, on ne peut pas accueillir alors qu'on aimerait bien. Mais alors, pourquoi ils ne s'occupent pas du chômage? Pourquoi ils laissent Ford fermer une usine? Hein, c'est complètement contradictoire. Pourquoi aujourd'hui on attaque les chômeurs plutôt que d'attaquer les milliardaires? Pourquoi les flics, ils interviennent toujours contre des manifestants, jamais contre des patrons qui trichent ou contre des gens qui détournent de l'argent public? Donc le problème, il est posé. Et c'est pour ça que ça fait un lien complètement à ce que vous dites. C'est qu'effectivement, le problème central, elle est sociale. Enfin, c'est une question sociale. Et que nous, on serait pour l'accueil. Enfin, en tout cas, nous, NPA, où nous, on est pas mal dans les milieux de soutien aux migrants. Nous, on pense qu'il faut une liberté de circulation, il faut une liberté d'installation et que la France, en réalité, elle a largement les moyens d'accueillir ces gens-là. Mais que c'est vrai que ça pose le problème de comment on répartit les richesses sociales et comment on arrive à répondre à la question du chômage, à la question des sans-abri, du logement, la question de la santé pour tous. Et plutôt que d'attaquer la Sécu comme ils font, plutôt que d'attaquer les retraites, plutôt que d'attaquer les indemnités chômage, ils devraient prendre l'argent dans les poches des plus riches pour redistribuer à la population. Et là, il y aurait largement les moyens d'accueillir et de construire un monde fraternel. On a déjà vu que ça marchait pas. Mais non, c'est pas dernière ça. remarque. Ce qui marche pas, c'est leur politique pourrie de détournement des richesses. C'est qui qu'on applaudit? Ouais, moi j'en profite pour faire un appel parce que la situation elle est quand même très grave. Je trouve que ce clivage, comme je disais déjà, un fascisme rampant contre totalitarisme marchand, il s'impose. C'est pas un peu caricatural? Non, mais c'est la réalité qu'on nous impose aujourd'hui. Et moi je profite de la présence de Philippe Poutou pour dire organisons un front de défense de la vie. Les écolos, toute la gauche, quand on fait la somme des derniers sondages des résultats que vous pourriez avoir, on peut proposer un projet alternatif au pays. Faut que les petites formations politiques se regroupent et qu'on arrive à présenter un projet, parce que sinon on repart pour Macron en 2022. Mais c'est ce que vous avez voulu faire avec les Gilets jaunes et vous avez échoué à présenter un projet. Mais c'est pas trop tard. Et moi, ce qui me dérange quand même, c'est que face à toutes ces difficultés qu'on a aujourd'hui sociales, quand même, il y a eu au 1er novembre l'augmentation du gaz, du tabac, donc la réforme du chômage. Et face à toutes ces questions-là, pour un peu calmer les gens, on nous parle d'immigration et d'islam.
Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et pourtant la laïque que je suis aimerait que ces questions-là, surtout de religion, disparaissent un peu du paysage public et qu'on parle des vrais problèmes. Et il y a juste, est-ce que Macron vire à droite? Moi, la question, c'est, est-ce que Macron a été à gauche? Officiellement, il était au Parti Socialiste. Est-ce que le Parti Socialiste est de gauche? C'est une question auquel on pourra répondre plus tard. Est-ce que Valls est de gauche? On va conclure sur ce sujet. Car maintenant, on va aborder un autre sujet qui devrait vous plaire, Philippe Poutou, c'est celui des îles Éparses. Le petit archipel de l'océan Indien est revendiqué par Madagascar, mais disputé par la France. Alors Thomas, toi qui es né sur la Grande Île, comme on l'appelle, tu as forcément un avis tranché sur la question. L'Hexagone, État impérialiste ou qui défend ses intérêts, on en parle tout de suite, mais d'abord, c'est l'édito de la semaine. Ici, c'est la France, c'est une formidable richesse, c'est notre fierté. Tels étaient les propos d'Emmanuel Macron lors de sa visite de la Grande Glorieuse le 23 octobre 2019, après l'annonce de sa décision de classer cette petite île au nord-ouest de Madagascar, réserve naturelle nationale française. En devenant le premier président français à s'y rendre et en y soulignant la volonté de l'État français d'en préserver la riche biodiversité, l'actuel locataire de l'Élysée a voulu réaffirmer son vif intérêt pour la question écologique, officiellement. Car la Grande Glorieuse fait partie des îles Éparses, un archipel injustement séparé par la France de Madagascar au lendemain de son indépendance et dont la restitution est demandée par les autorités malgaches depuis près de 40 ans. En foulant le sol de cet îlot, Emmanuel Macron a surtout décidé d'asseoir la souveraineté de l'Hexagone sur cette zone de l'océan Indien en piétinant les revendications de la Grande Île. Une situation qui illustre l'hypocrisie de la diplomatie à l'occidentale. Invité dans une résolution de 1979 à entamer sans plus tarder les négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration de ces îles arbitrairement séparées de Madagascar, l'État français, qui s'est pourtant historiquement érigé en défenseur des libertés et des droits humains sur la scène internationale, a décidé, pendant plusieurs décennies et encore aujourd'hui, de faire la sourde oreille. L'Hexagone ferait-il obstacle au droit le plus absolu de l'une de ses anciennes colonies de recouvrer pleinement son intégrité territoriale ? La France aurait-elle abandonné cette morale humaniste constamment invoquée lorsqu'il s'agit de faire respecter dans le monde le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes ? La morale ne sert qu'à déguiser les intérêts économiques et géopolitiques égoïstes des grands de ce monde. Car au-delà de l'enjeu écologique certain que représentent les îles Éparses, en dépossédant le 5e pays le plus pauvre au monde de ses terres, la France bénéficie d'une zone économique exclusive de 640 000 km², riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques. Mais l'affront fait à Madagascar par le président Macron ne s'est pas limité à la réaffirmation subite de la souveraineté française sur les îles Éparses, à l'approche de la mise en place d'une commission mixte qui travaillera à trouver un terrain d'entente entre les deux pays. Dans sa prise de parole, le chef de l'État a affirmé que la présence française dans la zone évite la prédation des mers. Qu'a voulu dire Emmanuel Macron ? Sous-entend-il que si l'archipel avait été restitué à Madagascar, la Grande Île aurait inévitablement négligé sa biodiversité marine ? Sous-entend-il que la France a évité à Madagascar de courir à sa propre perte en exerçant sa souveraineté sur un territoire justement supposé malgache ? Comment un président peut-il aussi ouvertement justifier les bienfaits de ce qui ressemble être une ingérence ? Quels que soient les impératifs de développement de Madagascar, le président Macron doit respecter le droit de la Grande Île d'exercer sa souveraineté sur l'intégralité de son territoire, pour le meilleur et pour le pire, car chaque pays est maître de son propre destin. Oh là 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 là. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Macron, c'était un affreux colon avec un faux visage humaniste. Philippe Poutou, vous avez forcément un avis tranché là-dessus. Il n'a pas de visage humaniste. Il a un faux visage humaniste. Il n'en a même pas un faux. Je sais pas. Bah non, la figure qu'il a aujourd'hui, elle est horrible à tout point de vue, quoi. C'est méprisant en permanence. On peut parler du mépris effectivement dans l'ex-empire colonial français qui reste toujours un peu colonial ou en tout cas néocolonial, quoi. Donc il y a ce mépris-là. Il y a le mépris envers les gens qui sont dans la rue, les gilets jaunes. Il y a le mépris envers les migrants qui sont en train d'être expulsés, chassés, tabassés. Enfin bon, voilà. Donc vous dites un faux visage. Bon, on peut le dire comme ça. Mais enfin, à mon avis, c'est donc du coup, c'est quand même quelque chose. Alors après, il faut pas trop centraliser sur Macron, parce qu'après on dit tout le temps Macron, mais Macron il n'est que le serviteur
Du grand capital. Des grosses fortunes. On peut l'appeler ça comme ça, le grand capital ou pas, mais enfin, c'est facile à voir, le grand capital des milliardaires. Le premier, combien, Arnaud, 70 milliards d'euros en caisse. Comment on peut? Non, pas tant mieux pour lui, parce que c'est de l'argent volé. On ne peut pas avoir 70 milliards, mais c'est complètement... Il fait travailler combien de millions de personnes? Non, mais c'est marrant que cette idée-là ne vous choque pas, elle est d'une violence extrême. Qu'on puisse avoir... oui, mais voilà, on peut avoir 70 milliards, on ne sait pas trop comment il fait pour gagner 70 milliards, puisqu'il y a des tas de gens qui gagnent un SMIC, on dit que c'est normal, un SMIC c'est à peu près la valeur travail, c'est ça, voilà, le minimum c'est 1200 euros par mois, et puis il y en a qui arrivent à avoir 70 milliards, c'est-à-dire en fait vous avez calculé combien il faudrait de mois de travail pour arriver à ça. Donc du coup il y a vraiment un scandale de la société qui est profond, c'est celui-là, c'est cette richesse énorme, et puis Macron il est au service de ces gens-là. Stéphane, donc la confrontation elle est là, et c'est pour ça que la situation sociale aujourd'hui, avec c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est est-ce qu'il peut pas, la troisième perspective elle est un peu là, entre l'extrême droite on va dire ou fascisante ou pas, enfin en tout cas qui est particulièrement agressive aujourd'hui, on le voit ne serait-ce que dans le discours envers les migrants et envers les musulmans. Macron est d'extrême droite. Non, je parle du Front National, parce que le deuxième tour qu'on a eu, il a un peu le même discours. Mais c'est vrai que ça se rejoint. C'est pas pour rien qu'on fait une interview dans Valeurs Actuelles. C'est pour montrer qu'en fait on est un petit peu proche. Sinon la proximité, s'il voulait vous montrer une autre proximité, il aurait fait l'interview. Il est resté droit dans ses bottes, sur ses idées. Vous aimez bien Macron, mais enfin moi je suis invité, vous pouvez me laisser finir un petit peu quand même. Ça serait la contradiction cool. Sinon on fait du Zemmour, on fait du Zemmour et on fait n'importe quoi, et puis on laisse. Voilà. Il y a assez de temps donné à l'extrême droite et à tous les salopards réactionnaires en ce moment pour pouvoir à un moment donné laisser un peu de parole pour une autre idée, pour justement exprimer ou faire passer autre chose. Et je pense que c'est important aussi qu'on puisse discuter tranquillement que la société c'est pas forcément des bourrins réactionnaires, que ça peut être aussi l'aspiration à un monde humanitaire où les migrants ils peuvent venir, parce qu'à partir du moment où on a colonisé des terres, on devrait avoir un minimum l'exigence, oui, les gens ils peuvent venir ici parce qu'on est allé chez eux. Donc je pense que par rapport aux deux voies qu'on veut nous présenter, c'est-à-dire effectivement c'est soit l'extrême droite, mais dans tous les pays, ça va être ça, ouvertement fascisante presque, ou soit ce libéralisme ultra-autoritaire, ultra-violent aussi. Et en fait, c'est l'un ou l'autre. Et chacun se dit, le match, c'est forcément ça. Et nous, on peut penser, effectivement, qu'il y a une troisième solution. Et la troisième solution, c'est le mouvement social, c'est les idées solidaires, généreuses. Et on peut penser qu'effectivement, c'est peut-être ça qui est en train de se passer. En tout cas, on pourra... En tout cas, c'est l'objectif qu'on peut avoir. Jamila ou Stéphane, Macron, c'est un salopard réactionnaire? Non, je ne me permettrai pas d'insulter Monsieur le Président. Ce n'est pas mon genre. Tu risques d'avoir des ennuis après. Voilà, c'est ça. Et puis bon, vu mon nom et mon prénom, on pourrait me renvoyer, je ne sais pas dans quel pays, même si je suis périgourdine. Ce que je voulais dire, c'est que Philippe, vous parlez de gens qui sont au SMIC et effectivement de ces chefs d'entreprise qui gagnent beaucoup. Moi, je voudrais quand même avoir une pensée pour tous ces chefs d'entreprise, de petites entreprises, qui sont aujourd'hui incapables de se sortir l'équivalent du SMIC. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un vrai malaise. On nous dit il faut entreprendre, on nous dit il faut se mettre au travail, et malheureusement, voilà, faut créer de l'emploi, et malheureusement, énormément de petites entreprises, de petits patrons ne s'en sortent pas. Et ça, je pense que c'est aussi important de pouvoir le souligner. Et la dernière chose, et après je donne. Parce qu'on a un peu dérivé de la chronique de Thomas sur. Oui, mais justement, je voulais revenir. Stéphane va dire un truc après. Voilà, je voulais revenir dessus. C'est que, mais s'il n'y avait pas de pétrole, il n'y aurait pas de problème. Pareil avec les religions. Stéphane, vas-y. Oui, enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est que la France, elle joue son rôle, elle joue son jeu dans l'appropriation des matières premières partout. On a une course à l'énergie là qui se produit au niveau mondial, portée par les États-Unis, et la France, elle suit en bon vassal qu'elle est. Vassal de qui? Des États-Unis, via l'OTAN et compagnie. Quoi. Thomas. Non, mais après, oui, je suis d'accord avec Jamila quand elle dit s'il n'y avait pas les hydrocarbures, la question ne se poserait pas, et l'espèce de filtre écologique que le président met, c'est juste un argument pour couvrir les réelles intentions. Et puis au-delà des hydrocarbures, il y a aussi l'enjeu géopolitique, parce que on est dans un monde là où aujourd'hui il y a des puissances comme la Chine, l'Inde qui se développent, qui ont des routes maritimes un peu partout, et demain l'Afrique et l'océan Indien sont des zones très stratégiques. Donc la France a entre guillemets intérêt, alors que ça se fait absolument pas, c'est pas leur terre, d'être présent sur cette partie du globe. Bon, alors on va conclure. Moi, je suis d'accord sur la question de s'il n'y avait pas les hydrocarbures, mais bon, il y aurait quand même, je pense, des problèmes
pillage des richesses, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique, c'est pas que les hydrocarbures, ou l'Asie, c'est aussi au niveau agricole. On a vu Bolloré qui possède des ports, la volonté de contrôler aussi les transports. La Chine d'ailleurs achète de plus en plus de terres en Afrique, donc ça en dit très long. D'ailleurs, Macron a mis en avant le nombre de contrats dans l'agroalimentaire avec la Chine. Ils investissent énormément dans tout ce qui est commerce dans les pays, par exemple l'Afrique du Ouais. Nord Oui, et tout ça. Oui. Donc en fait, l'hydrocarbure, effectivement, c'est un peu le côté central, puisque on voit bien que c'est un des plus gros marchés de la planète avec la drogue. Mais c'est vrai qu'en fait, tout est moyen, tout ce qui peut être moyen d'enrichissement, et puis tout ce qui peut être pillé ailleurs, ils le font, quoi. Donc c'est le problème des rapports coloniaux, impérialistes du moment, quoi. Bien, on va conclure. Stéphane. On s'étonne que les gens spoliés ils viennent chez nous, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on conclut, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de ça. Je sais que vous êtes tous très inspirés. Et on va se détendre un peu avec celui qui est à O2 Radio, ce que Gérard est à RTL ou Canteloup à Europe 1. Le talent en plus, c'est Mathieu Delaplace en best-of ce soir. Jean Lassalle, vous avez marqué les Français durant la présidentielle. Quel avenir pour la France voyez-vous maintenant? Je voudrais dire que, tout d'abord, les Français, on m'entend plus là. On m'entend ou pas? Si on vous entend. On m'entend, monsieur Auster. Je voudrais dire que les Français m'ont marqué avant que je marque les Français dans leur diversité et aussi dans l'appréciation du fromage. Bon, c'est pas du trop- fromage c'est pas trop le sujet. landais. Le fromage. Mais Monsieur Lassalle, fromage, oui. votre avenir pour la France? La France, on m'entend ou pas? Oui, on vous entend bien. La France doit retrouver la ruralité qu'elle a toujours demandé avec les chèvres, les Bon, bergers, monsieur Lassalle. les bâtons de berger. Calmez-vous, monsieur Lassalle. Merci, oui. La crise oui. économique. La crise économique, monsieur, écoutez, je dois vous faire une petite confidence. c'est plus calme. Oui, et quoi de mieux, monsieur Auster, qu'un berger pour réconcilier les Français? Elle m'explique, la France, de tous les horizons, doit être un truc grand, avec la réconciliation entre les horizons et pour que la France retrouve les différents engagements qu'elle a toujours demandé, parce que la France doit retrouver. Merci aux deux radios. Merci, monsieur Lassalle. Merci Radio de l'Oxygène, aux deux radios. Le maire de Pau, François Bayrou, a tenu à s'exprimer. Bonjour à tous et à tous. Merci, monsieur Bayrou, d'être avec nous aujourd'hui. Mais merci à vous. Je crois, à mon sens, que le gouvernement est Comment est complice d'une réussite en tout point. Et ils ont réagi lentement, mais sûrement. Un peu comme vous, quoi. Vous croyez pas qu'il fallait réagir plus vite, du coup, face à ces événements C'est j'arrive à dire avec la merde. Comment C'est avec la mer et l'océan. L'océan. Qu'est-ce que vous racontez? Oui. C'est curieux. Et qui va résoudre le problème. Mais vous pouvez nous expliquer? Oui. C'est l'embrun qui va emporter les bactéries et qui va désinfecter l'air de Rouen. Michel Delaunay, vous êtes avec nous au téléphone, Michel Delaunay? Oui, alors... allô? Michel Delaunay, vous êtes avec nous parce que là... Je vous entends pas, là, je vous entends très mal. Alors, J'espère qu'elle nous écoute plus. c'est vrai que... alors, oui... Alors, le sujet du jour, c'est quand même les retraites. Qu'est-ce que vous pensez des retraites? Oui, alors, le problème, c'est que les
les couches sont trop chères, les salons de thé, ils augmentent aussi. Et alors, bon, allô. Oui, vous nous entendez? Allô? Oui, parce que bon, alors, je sais que vous connaissez Jamila. Alors, Jamila, une question pour vous. Oui, allô? Je vous entends mal, là. Oui, alors, c'est moi. Alors, bon, vous me connaissez, je suis l'ancienne patronne ni pute ni soumise. Alors, je me demandais si les régimes spéciaux, les retraites, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Jamila, tout d'abord, c'est un bonheur de vous avoir au téléphone. Et je crois que c'est très important. Et vous le savez, bien sûr, que le prix, bien évidemment, des salons de thé, bien sûr, des, effectivement, fruits et légumes qui sont d'ailleurs très chers maintenant. Fini les soupes, alors qu'on sait très bien que nos retraités n'ont plus de dents. Alors, les soupes, c'est quand même très important. Merci Michel Delaunay d'avoir été avec nous. Bon, on va passer tout de suite à Éric Zemmour. Éric Zemmour, alors qu'est-ce qui se passe, Éric Zemmour, donc Jamila? Oui, alors, Éric Zemmour, ça veut dire olive. Donc, à un moment donné, le mec s'appelle Olive, donc il renie ce qu'il est, quoi. C'est une olive, le gars. Donc, voilà, à partir du moment où tu t'appelles Olive, les olives, il y en a partout, quoi, des olives. Donc, il y a un problème, là. Cela ne nous regarde pas. Oh non. Ah non, pas vous. Oh non, si, non. Je suis extrêmement content. Je viens à chaque émission, monsieur Auster, j'en peux plus. Vous êtes là pour un nouveau numéro de Secret oui. d'Histoire, j'imagine. Oh oui, un nouveau numéro de Secret d'Histoire, oui. Bon, musique. Oh là là, j'adore cette musique. Je l'aime de plus en plus. Alors, devinez quelle ville je vous ai trouvé aujourd'hui. Après Anus, je vous ai trouvé la ville de Deverges. Deverges est une commune française située dans le département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de population effectués dans la zone commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles concernant tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Le savez-vous, Deverges n'est pas aussi loin d'Anus, si on réfléchit. Oui, bon, c'est un vrai cours d'histoire. À chaque fois, toutes les semaines, vous nous assommez. Mais merci quand même, Stéphane. On va s'arrêter là. Revenu d'entre-tombes, Charles Aznavour. Hein? Quoi? Moi? Oui, vous. Vous, qui, le pape? Je suis perdu. Non, vous, Charles. Charles, moi. Oui. Non, Charles, concentrez-vous. Ah oui, d'accord. Non, Charles. Oui. Oui, vous vouliez rendre hommage à Jacques Chirac. Oui, c'est vrai. Je voulais rendre hommage à Jacques Chirac et avec une chanson que j'avais appelée Dieu. Mais là, je vais l'appeler plutôt Chirac. D'accord, alors j'ai amené ma guitare. Chirac, ton nom c'est Chirac. Tu as marqué ton temps. Si la vache qui rit, toi, oh oui, toi, tu mangeais du brie. Refrain. Chirac, oh Chirac, tu as marqué ton temps. Attention, deuxième refrain. Alors je crois que j'ai un petit trou de mémoire. Ah oui. Tu as su pêcher le thon à travers la faune et pour les pièces jaunes. Oh oui, mon Chirac. Merci. Bon, merci beaucoup Charles Aznavour et merci à vous. On peut l'applaudir, je crois. Et merci Mathieu Delaplace, qui était derrière toutes ces voix.
Voilà, c'était donc Mathieu Delaplace qui sera avec nous la semaine prochaine. Merci à tous. On espère que vous avez été nombreux à nous écouter et à nous regarder pour cette spéciale de Ça reste en off, un peu plus longue que d'habitude. Merci à vous, Philippe Poutou, d'être venu, même si je sais que ça n'a pas été de tout repos pour vous ce débat. Et revenez quand vous voulez. Vous pouvez. Je vais me gêner. Vous pouvez en attendant nous réécouter. Je suis au chômage bientôt, je vais avoir du temps. Hein. Vous pouvez en attendant nous réécouter en podcast comme les précédentes émissions sur iTunes, Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Play. Et la semaine prochaine, normalement, on reçoit Jean Lassalle, le député, ici en studio. On l'avait eu il y a quelques semaines au téléphone et il a tellement aimé l'émission, si vous voulez, qu'il a demandé à revenir. Donc ne manquez pas ça mercredi prochain. À la semaine prochaine. Tchuss.